Notre leçon d'aujourd'hui a comme titre Application des bases de la dynamique. Dans la leçon sur les applications des bases de la dynamique, nous allons commencer par étudier les mouvements rectilignes. Grand 1, mouvement rectiligne. Comme exemple de mouvement rectiligne, nous allons étudier le mouvement d'un solide glissant le long d'un plan incliné. Petit 1, solide glissant sur un plan incliné. Alors, l'application des bases de la dynamique est la résolution d'une certaine variété de situations dynamiques où nous aurons l'occasion de voir beaucoup de types de mouvements. Un solide glissant sur un plan incliné, nous pouvons représenter la situation suivante. Nous avons donc un plan incliné d'un angle alpha où nous considérons un solide de masse M. La masse sera M. Le solide est abandonné en un point O à l'instant t égale à 0 sans vitesse initiale. Nous considérons que notre solide se déplace sur un plan incliné d'un angle alpha où les forces de frottement qui s'exercent ont une intensité constante. La situation que nous voulons résoudre est la suivante. Lorsque le solide est abandonné à lui-même, sans vitesse initiale, le solide se déplace le long du plan incliné. Nous voulons déterminer la nature de ce mouvement, le prouver, la nature de ce mouvement, et déterminer donc son accélération. Alors, dans de telles situations, on peut être amené à résoudre certaines questions. Par exemple, nous, on va se poser comme objectif de déterminer l'accélération. Détermination de l'accélération. Il est important de savoir qu'il est possible de déterminer l'accélération d'un système qui se déplace par deux méthodes. L'utilisation des théorèmes généraux de la mécanique, qui est la deuxième loi de Newton, ou par l'utilisation des théorèmes relatifs aux énergies, tels que par exemple le théorème de l'énergie cinétique. Donc nous allons essayer l'approche suivante. En utilisant ces deux méthodes, déterminer l'accélération du mobile. Nous allons commencer par le théorème du centre d'inertie. Par le théorème du centre d'inertie. Alors, lorsque vous êtes amené à appliquer le théorème du centre d'inertie,
on se doit d'abord de préciser le système d'étude. Ici, nous voulons étudier le mouvement du solide, donc le solide constitue notre système. Nous précisons, donc système solide de masse M. Lorsque le système est choisi, un mouvement étant relatif et dépend du référentiel choisi, il va falloir préciser la position de l'observateur. Ici, nous utilisons le référentiel terrestre. Référentiel terrestre, que bien sûr nous supposerons galiléen. Alors une fois que le système est défini, le référentiel choisi, nous faisons le bilan des forces appliquées au système. Bilan des forces appliquées. Dans notre exemple, les forces qui sont appliquées à notre système et le poids P, la réaction R du support. La réaction R, dans le cas d'existence ici de force de frottement, il est plus judicieux de décomposer la réaction dans sa représentation en une réaction normale, perpendiculaire au support, et en une force de frottement qui est la réaction tangentielle. Alors, une fois que ceci est fait, on passe maintenant à la représentation des forces appliquées au système. Le poids du système s'applique en son centre d'inertie, vertical orienté vers le bas, donc le poids P. La réaction normale perpendiculaire au support et donc dirigée vers le haut, R, ici donc la perpendiculaire au support, et la force de frottement, F. La force de frottement F est une force tangentielle, perpendiculaire, parallèle au déplacement, mais toujours orientée dans le sens opposé. Puisque notre système glisse, donc abandonné à lui-même, le système donc va descendre. Par conséquent, la force de frottement s'opposant à ce déplacement-là, donc sera orientée parallèlement au plan incliné, mais du sens opposé au mouvement. Notre solide, nous, se déplace dans ce sens positif. Donc, la force de frottement s'applique donc à la surface de contact, de même que la réaction, et le poids s'applique en son centre de gravité. Mais comme en mathématiques, les vecteurs sont des vecteurs glissants, on peut en un vecteur construire une infinité de vecteurs qui lui sont donc équivalents. Il est important de translater l'ensemble des vecteurs au centre de gravité. Nous, le système est en translation. Tous les points ont même vecteur vitesse à chaque instant. Donc, tous les points ont le même mouvement. On peut reprendre un schéma beaucoup plus clair où on ne s'intéressera uniquement qu'au mouvement du centre d'inertie du système G. Et en ce point G, tous les vecteurs peuvent être représentés. Le poids P, la réaction normale Rn, la force de frottement F.
le schéma doit être clair et précis. Alors, une fois que nous avons donc défini le système, choisi le référentiel, faire le bilan des forces et les représenter clairement sur un schéma, maintenant on peut traduire le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie, il dit que donc la somme des forces appliquées est égale à MA, AG, accélération du centre d'inertie. Alors, les forces qui sont appliquées au système, c'est la réaction normale, la force de frottement, le poids P, M fois AG, accélération du centre de gravité. La relation que donne le théorème du centre d'inertie ou deuxième loi de Newton est une relation vectorielle. Afin de passer d'une relation vectorielle à une relation analytique, il va falloir définir un système d'axes de projection. Dans notre cas, le mouvement étant rectiligne, s'effectue le long du plan incliné. Un seul axe suffit pour étudier donc le mouvement. Alors donc on peut choisir le plan incliné comme la direction du mouvement, l'axe à projeter, maintenant orienté de préférence dans le sens du mouvement. Le point de départ O, origine de l'axe, où on associe un vecteur unitaire I. Et donc la relation vectorielle peut être projetée ici pour avoir une relation analytique. Une projection sur l'axe OX donne pour Rn, le vecteur est perpendiculaire au déplacement, ici perpendiculaire au plan, donc sa projection sur X est nulle. Le vecteur P, F, est parallèle à l'axe mais orienté dans le sens opposé, sa projection est F, et il reste donc la projection de P. La projection de P, donc perpendiculairement à l'axe, on voit ici la composante, la projection Px, mesure algébrique. Maintenant, on obtient ici un angle droit, il faut chercher à retrouver l'angle alpha. L'angle alpha peut être déterminé par la géométrie en mathématiques par une propriété des angles à côté perpendiculaires. En mathématiques, nous montrons que quand on a deux droites qui sont perpendiculaires et que par ailleurs qu'on ait aussi deux autres droites qui sont perpendiculaires, voilà, deux droites perpendiculaires de part et d'autre, si les deux côtés, ce côté et ce côté, font un angle alpha, alors pour les deux autres côtés qui restent, l'autre côté qui reste ici, c'est ça, et ça, la projection, quand on continue, prolonge ces deux-là, ils feront le même angle alpha. C'est une propriété mathématique sur les angles à côté perpendiculaire qu'on peut retrouver sur notre schéma. On remarque ici que cette droite-là, sur la ligne d'action du poids, est perpendiculaire à ça. Donc, on a ici deux traits pour montrer que ce sont ces deux qui sont perpendiculaires. On voit qu'ici aussi, cette ligne-là, elle est aussi perpendiculaire à ça. Ces deux-là, en bleu, sont aussi perpendiculaires.
Donc si les deux côtés, rouge et bleu ici, forment l'angle alpha, les deux autres côtés qui restent alors formeront le même angle alpha. Donc on retrouve ici l'angle alpha par la propriété des angles à côté perpendiculaires. Donc la projection, elle est opposée à l'angle alpha et par conséquent donc orientée dans le sens, même sens que x. Donc c'est plus mg, donc pour la valeur de p, donc sinus de alpha égale à mag. Voilà l'accélération qui est ici la mesure algébrique donc de l'accélération. Alors, donc on remarque qu'on peut tirer la valeur de l'accélération du centre d'inertie qui sera égale à g sinus de alpha moins f sur m. Donc voilà l'expression de l'accélération du système. G sinus de alpha moins f sur m. Remarquez que donc G est l'intensité du champ de pesanteur qui est constante, alpha est constant. La force F est définie initialement d'intensité donc constante. L'accélération AG est donc une constante. Donc vous voyez que le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Donc voilà un exemple d'une méthodologie de détermination de l'accélération. Alors, en dynamique, une fois que nous avons l'expression de l'accélération, ce qui reste donc, c'est de déterminer la vitesse, la position, ainsi de suite. Donc, on ouvre une fenêtre pour faire véritablement de la cinématique. Donc, nous aurons maintenant comme objectif de reprendre l'étude, mais par application des théorèmes relatifs aux énergies. Nous voulons montrer ici que, bien que la dynamique peut régler ces problèmes-là, il en est aussi de même pour les théorèmes relatifs aux énergies. Donc, en d'autres objectifs, nous allons essayer de retrouver le résultat par application du théorème de l'énergie cinétique. Alors, le théorème de l'énergie cinétique est énoncé comme suivant. La somme des travaux des forces appliquées est égale à la variation de l'énergie cinétique entre un instant initial et un instant final. Alors, nous pouvons revenir sur notre schéma, définir l'instant initial comme l'instant t égale à 0, le point de lancement avec une vitesse v égale à 0. Le mobile se déplaçant suivant cet axe, la position du centre d'inertie. Donc si le centre d'inertie, le mobile se retrouve ici, ce point G est repéré dans le repère par son abscisse X, et on peut considérer qu'à cet instant t, le mobile est animé d'une vitesse v quelconque. Donc la vitesse, le temps et la position vont évoluer au cours du temps puisque le mobile se déplace. Donc ce qui veut dire que la distance parcourue à chaque instant par le mobile est notée x aussi, la valeur. Donc nous allons essayer d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant initial et l'instant t quelconque. Alors, comme notre système est en translation, l'énergie cinétique s'exprime donc par
1 demi de mv carré, les systèmes en translation rectiligne. Donc, on dit que donc notre énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égale le travail du poids, le travail de la réaction normale, plus le travail de la force de frottement F. L'énergie cinétique finale, lorsque le solide est à ce point, peut se traduire par 1 demi de mv carré, parce que la vitesse est v. L'énergie cinétique initiale est nulle, puisque notre système a été considéré abandonné à t égale à 0, sans vitesse. Le système voit la position de son centre d'inertie diminuer donc, en altitude, donc le système descend, le travail est moteur, mgh, h représentant la dénivellation, donc on reviendra tout à l'heure sur sa détermination, et le travail de R, Rn est un vecteur ici qui est perpendiculaire au déplacement, tout vecteur orthogonal au déplacement effectue un travail nul. La force de frottement effectue un travail résistant. L'action de cette force est défavorable au mouvement et orientée donc dans le sens opposé. C'est moins F fois la distance parcourue de l'instant t égale à 0 à l'instant t quelconque. La distance parcourue est x. Alors, maintenant pour la détermination de h, nous pouvons représenter la situation pour que ça soit plus simple. L'instant de date t égale à 0, l'instant de date t. Donc, entre ces deux points, lorsqu'on souhaite déterminer la dénivellation, il suffit donc de tracer l'horizontale passant par le point d'arrivée, l'horizontale passant par le point de départ. La distance entre les deux horizontales représente la dénivellation h. L'altitude de casse, s'abaisser, le centre d'inertie du système. Alors, on peut faire de la géométrie là-dessus, puisque l'angle alpha qui est là, du plan incliné, se retrouve ici, alors que là, nous avons un angle droit. Donc, en appliquant sinus de alpha, on trouve le côté opposé h sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse n'est rien d'autre que la distance x parcourue par le mobile. Sur x, d'où h égale à x sinus de alpha. Ce qui nous permet donc de revenir sur notre démonstration. Donc 1 demi de mv carré égale mg x sinus de alpha moins f fois x. Donc il est possible de factoriser par x. Mg sinus de alpha moins f fois x. Alors, dans cette expression, nous ne voyons pas apparaître l'accélération. Pour ce faire, puisque nous sommes en mouvement rectiligne, la vitesse v ici est algébrique, v égale à vx. X aussi, c'est l'abscisse du vecteur position, sachant que donc l'accélération c'est d de v sur d de t. On peut chercher l'expression de l'accélération donc en dérivant chaque membre de l'expression en fonction du temps. C'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de 1 demi de mv carré égale à la dérivée par rapport au temps de l'expression mg sinus alpha moins f fois x. Alors, dans ces expressions, seule la vitesse varie et x. Donc, on peut faire sortir les constantes 1 demi de m d sur d de t
de V carré égale mg sinus alpha moins f d de x sur d de t. Alors, donc, nous sommes confrontés à la dérivation d'une fonction au carré. En mathématiques, f au carré dérivé, donc c'est 2f' fois f. La même chose donc donnerait pour nous 1 demi de m multiplié par 2 v', c'est f', c'est-à-dire d de v sur d de t, fois f, f pour nous c'est v, égale, ça c'est une constante, mg sinus de alpha moins f d de x sur d de t. Alors, dans cette expression, nous pouvons simplifier les 1/2. d de v sur d de t n'est que l'accélération du centre d'inertie. d de x sur d de t, dérivé du vecteur position par rapport au temps, n'est rien d'autre qu'une vitesse. Donc, nous pouvons dire que MAGV égale à mg sinus alpha moins f fois v. Alors, comme le système se déplace, la vitesse ne peut pas toujours être nulle. Donc, on peut simplifier la vitesse en mettant donc MAG égale à mg sinus alpha moins f. Nous retrouvons ici l'expression de l'accélération AG qui est g sinus alpha moins f sur m. Deux expressions donc identiques. Alors donc c'est juste pour dire que dans un exercice de dynamique, on peut faire la résolution par deux méthodes. La méthode dynamique utilisant le théorème du centre d'inertie ou la méthode des énergies, des théorèmes généraux liés relatifs aux énergies pour la résolution. Donc, c'est à nous de faire le choix selon la situation. Maintenant, dans un mouvement, en général, lorsqu'on accède à l'accélération, on a presque fini de faire de la dynamique. Toutes les questions posées par le problème peuvent être résolues donc par des méthodes cinématiques. Nous allons essayer de répondre à une autre question. Par exemple, une fois que nous avons l'accélération, on peut essayer de déterminer les équations horaires. Par exemple, pour montrer que le problème peut être, la résolution peut s'en suivre. On va fixer comme objectif donc détermination de x de t, l'équation x de t et v de t. Alors, pour cela, des conditions initiales nous est imposées. Nous prendrons à t égale à 0, x égale à 0, le mobile était au point O, et la vitesse est égale à 0, notre système est abandonné sans vitesse initiale. Donc, les conditions dépendront donc du problème. Alors, à partir de ces conditions initiales, il est possible de déterminer l'accélération. Nous savons qu'ici, nous sommes en translation rectiligne avec une accélération constante. Donc, puisque l'accélération, c'est d de v sur d de t, et que a est une constante, v n'est rien d'autre que la primitive de a d de t. Comme a est une constante, la primitive de a d de t, c'est at plus v0, qui n'est pas une vitesse initiale. V0 et la vitesse est une constante d'intégration qu'on va déterminer par les conditions initiales. Alors, comme at égale à 0, v égale à 0, ça veut dire que donc, donnons la vitesse, la valeur de 0, le temps, la valeur de 0, et donc on remarque que v0 égale à 0. Ce qui implique que donc x de t est égal à at. Or, l'expression de a, c'est g sinus alpha
moins F sur MT. Nous avons donc ici la loi V de T, tant pour moi. Donc la loi V de T. À chaque instant, il est possible de calculer la valeur de la vitesse, donc le long du plan incliné. Alors, et de même de primitive en primitive, on peut sortir l'expression de x de t. Puisque la vitesse est d de x sur d de t, alors x égale donc à la primitive de v d de t. Ici, v n'est pas une constante. Donc la primitive de v, alors que v, c'est bien at d de t, a étant une constante, donc x de t égale la primitive de at, 1 demi de a, t carré, plus une constante que nous allons appeler x0, qui sera aussi déterminée par les conditions initiales. Comme à t égale à 0, x égale 0, c'est la condition initiale qu'on avait posée, alors cela signifie que donc si je remplace x par 0 et t par 0, alors dans ce cas-là aussi, x0 sera égal à 0. Donc en remplaçant a par son expression, donc c'est bien 1 demi de g, sinus de alpha moins f sur m, t carré. Nous avons donc l'expression de la position donc au cours du temps. À chaque date, il est possible de calculer la position du mobile. Alors donc cela nous amène à dire que une fois que la dynamique, l'accélération est obtenue, il est possible donc de déterminer les autres grandeurs cinématiques par des intégrales successives. Alors, et il est important de remarquer que le problème pouvait être résolu dans le cas où il n'y avait pas de force de frottement. En absence de frottement, où F est égal à 0, remarquez que donc l'accélération AG serait G sinus alpha, c'est un résultat aussi important. Donc G sinus alpha, sinus alpha est très souvent donc inférieur à 1. L'accélération donc sera inférieure à G. Donc nous avons l'impression, lorsque le mobile tombe, de voir une chute ralentie, puisque l'accélération du mobile reste inférieure à l'accélération dans le champ de pesanteur. Alors, cela nous amène à dire qu'il y a une méthodologie et une démarche à suivre lorsque nous voulons faire un exercice, résoudre un exercice de dynamique. Et la méthodologie de résolution d'un exercice de dynamique doivent suivre une certaine chronologie dans la démarche. Il faut, pour une bonne méthode de résolution d'un exercice de dynamique, commencer en premier lieu à choisir le système, impérativement, à choisir le référentiel, à faire le bilan des forces, de les représenter dans un schéma clair et précis, parce que vous pouvez être amené dans le schéma à faire des déterminations géométriques telles que la dénivellation H, telles que les projections. Donc le schéma doit être clair et précis. Et ensuite, on applique un des théorèmes, ou les deux à la fois si nécessaire, le théorème sur le centre d'inertie et les théorèmes relatifs aux énergies. Maintenant, dans le cas où le théorème appliqué est la relation fondamentale de la dynamique, qui est une relation vectorielle, il faut définir un système d'axes et projeter cette relation afin de déterminer les coordonnées de l'accélération. Et dès que vous avez les coordonnées de l'accélération, vous pouvez déterminer la vitesse, vous pouvez déterminer la position, ainsi de suite. Et là, vous pourrez répondre à toutes les questions d'ordre cinématique. Alors, dans la séquence à venir, nous allons prendre un autre type de mouvement rectiligne, qui est la chute d'une bille dans un fluide, pour étudier aussi ce type de mouvement assez intéressant.